L'UDB, non, le contexte de la naissance de l'UDB, c'est l'après-guerre, plus l'après-guerre d'Algérie aussi. Et aussi, c'est une période de prospérité et de progrès, comme il n'avait pas eu depuis assez longtemps, et qui voit beaucoup d'étudiants d'origine sociale très modeste arriver à l'université. C'est une nouveauté parce que pendant longtemps, l'université était réservée aux classes favorisées. Et là, on voit arriver dans les études supérieures des gens qui viennent de milieux très modestes, qui travaillent l'été et qui sont très, très, très peu exigeants, d'ailleurs, du point de vue de la vie et du confort de la vie. Hein. Enfin, beaucoup habitent des chambres d'étudiants sans eau, parfois sans chauffage, etc. Et vous verrez que l'exemple auquel je pense tout de suite, donc l'UDB effectivement a été créé dans l'ancienne chambre d'étudiants de Lambert Piriou. Lambert Piriou donc était parti en Grande-Bretagne, allait partir en Grande-Bretagne en licence d'anglais, il fallait une année en Grande-Bretagne. Et donc il a laissé sa grande chambre, très 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 grande, et sans chauffage, à Lois-le-Bec. Et donc c'était chez Lois-le-Bec qu'a eu lieu cette réunion de fondation de l'UDB, parce que c'était celui qui avait la plus grande chambre. Donc voilà, la raison. Et donc c'est le contexte un peu, disons, on imagine mal aujourd'hui, parce que c'était des chambres qui aujourd'hui, on n'aurait pas le droit de les louer, parce qu'il y a énorme. Là non, chacun était très content d'accéder à l'enseignement supérieur. Et dans nous, à la faculté des lettres de Rennes, on était 52% de boursiers, étudiants boursiers. C'était énorme. Et des bourses qui, à l'époque, permettaient quand même pratiquement de payer ses études avec sa bourse d'études supérieures. C'est donc une démocratisation très forte de l'enseignement supérieur. Et avec aussi l'arrivée de beaucoup d'élèves, anciens élèves des écoles normales, qui prolongeaient pour devenir professeur d'enseignement général court, ça peut UGC à un moment donné. Et donc ces étudiants-là étaient aussi, eux, de milieux très modestes. Ça diversifiait beaucoup l'accès à l'université. Et donc c'était parmi ces étudiants, pour la plupart boursiers, qu'on a trouvé ceux qui ont créé l'UDB. On trouve ceux qui ont créé l'UDB. Alors c'est une époque où la politisation est grande, parce qu'il y a eu, juste avant, jusqu'à juillet 62, la guerre d'Algérie. Je sais que quand je passais le bac en 62, donc on n'était pas sûr que la guerre s'arrêterait bien cette année-là. Et certains qui, s'ils rataient le bac, ils partaient en Algérie. Hein. Donc il y avait une proximité de la guerre pour ces étudiants-là, qui les rendait plus politisés, plus sensibles aux questions générales. Et donc, dès qu'on arrivait à Rennes, à 18 ans, première chose qu'on nous dit, la première carte que j'ai prise, c'est ma carte UNEF. À l'époque, 80% au moins en lettres. Les étudiants étaient à l'UNEF, un peu moins en droit. Il y a d'autres syndicats étudiants, mais c'était le passage pratiquement obligé. Et l'UNEF avait donc des délégués dans chaque amphi, dans chaque matière, et ces délégués étaient consultés par les professeurs d'université assez régulièrement. Donc il y avait un dialogue assez important. Et donc voilà le départ des étudiants politisés. Une partie d'entre eux s'étaient déjà engagés dans l'action bretonne, en adhérant au mouvement pour l'organisation de la Bretagne, MOB. Et ce mouvement, c'est pas un parti, donc ils pouvaient faire partie du MOB, qui était en gros Développons la Bretagne, donnons-lui un plan breton, et soutenons l'action du CELIB. Le CELIB, c'était l'organisme politique, social, culturel, avec aussi des personnalités du monde universitaire, etc., qui souhaitaient obtenir un plan breton. Et donc,
le MOG voulait soutenir le célib, donner plus d'impact au célib, qui avait surtout un impact chez les notables et également dans le monde paysan, parce que le monde paysan avait subissait des mutations très très brutales, avec la nécessité d'avoir plus de terre et le manque de terre, etc. Donc voilà un contexte où on a envie de s'engager. Alors il y a d'une part l'exemple de la guerre d'Algérie, d'autre part la langue bretonne, on sent son recul. On a récupéré presque par chance une bonne partie de la tradition chantée, avec les festounoses modernisées. Et puis, donc, une partie de ces fondateurs-là, j'ai des photos qui le montrent, sont membres du cercle celtique à Rennes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule vraie université à Rennes, qui était Rennes, quoi. Même les étudiants de Nantes venaient à Rennes suivre une partie de leurs études. Il y avait, par histoire-géographie, préparation du CAPES, c'était Rennes, c'était pas Nantes. Brest n'était pas encore une fac, Lorient pas du tout. Donc c'était Rennes à la faculté de toute la Bretagne. Et voilà donc cette faculté qui... ces gens-là sont bretonisés au centre cercle celtique de Rennes et ils sont conscientisés par la guerre d'Algérie et conscientisés aussi par l'UNEF, tout le monde est syndiqué, et ces gens-là à idée bretonne, donc ces gens-là, marqués par la Bretagne déjà, font une comparaison avec ce qu'ils ont parfois vu, certains d'entre eux, comme Loïs Lebec qui revenait d'Algérie à ce moment-là, de la guerre d'Algérie, et donc ils assimilent à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont en Bretagne, et ils lancent le slogan en Bretagne colonie. Tout moins la grille d'analyse qui va sous-tendre l'UDB, c'est l'idée d'une colonie à l'européenne que serait la Bretagne et d'autres territoires en France, et proposer en alternative donc un parti de gauche pour y arriver, et une Bretagne, une Europe et une France fédérale. Et donc voilà le point de départ. Il vaut mieux que je m'arrête maintenant pour laisser d'autres s'exprimer. Donc dans un contexte d'exode, juste une petite dernière question quand même par rapport à ce que tu as dit, dans un contexte quand même d'exode rural beaucoup, donc effectivement qui explique aussi le recul de la langue, mais on sent quand même que c'est un parti de bas breton peut-être qui vient, qui se crée à Rennes. Je le dis parce que c'est beaucoup la langue bretonne qui est mise en avant. Et en fait, on importe sa culture au final d'une certaine façon aussi. Puisque tu l'as dit, c'était la seule université de Bretagne. Rennes était la seule université de Bretagne. Brest n'avait qu'un collège universitaire. Donc on faisait la première année ou les 2 ou 3 premières années après. Et d'autre part, non, il y a aussi bien des gens de Haute-Bretagne comme Yann Schoenveillard, Reparse de Boise, et plusieurs autres qui sont de Haute-Bretagne et qui sont allés au cercle celtique et qui ont appris le breton. Donc, et par contre, vous avez Ronan Lepont qui lui vient de Brest et qui ne parle pas breton. Donc c'est plus compliqué que ça. C'est pas Haute-Bretagne, Basse-Bretagne. C'est les gens ont chacun leur vécu. Il y a des Bretonnants confirmés comme Loïc Carouas. Voilà. D'autres Bretonnants comme Jan Berkeriou, qui est déjà quelqu'un d'important du point de vue de l'écriture de texte en breton. Donc cet ensemble-là est un peu brassé, et avec, j'ai oublié un autre élément du contexte, l'idéologie, c'est surtout pas faire les erreurs ou les fautes qu'a fait une partie du mouvement breton dans le passé. Et ces erreurs datent de l'avant-seconde guerre mondiale, avec un petit parti mais qui va se fourvoyer, et puis la seconde guerre mondiale où une partie également va se fourvoyer. Et bon, on ne connaît pas un seul courant politique qui a été épargné par ces erreurs-là. Peut-être qu'on aurait même nous fait des erreurs, mais c'est plutôt que cette erreur est réactivée à chaque fois, y compris avec la complicité des préfets.
pour avoir donné une image catastrophique du mouvement breton. Et ce mouvement breton, en se relançant, avait eu le tort d'accepter un peu l'argent et le parrainage d'anciens du mouvement breton, dont le passé pendant la guerre n'a pas été très net, ou plutôt trop net. Et donc, l'IDB veut à tout prix se dégager de ça, de rompre avec le passé et, par une charte claire, empêcher tout glissement, les condamnations très fermes du totalitarisme dans la charte du début. Et donc, le totalitarisme, ça peut être le stalinisme, ça peut aussi être bien sûr l'extrême droite. Donc, on s'est mis ces garde-fous-là. Et avant, dans le MOB, comment il peut aller dans le MOB? Dans le MOB, c'était un mouvement, donc certains du DB étaient également membres du PSU, Parti Socialiste Unifié, plutôt classé très à gauche. Donc on pouvait adhérer au MOB et être à n'importe quel autre parti. Il y a eu même un député socialiste de Loire-Atlantique, de Saint-Nazaire, qui était membre du MOB. Donc le MOB, c'était pas ce qu'on a pu dire après, un mouvement d'extrême droite, c'était un mélange de gens de toute tendance, et où la gauche n'était pas du tout absente. Et donc là, l'UDB préfère qu'il y ait un mouvement spécifiquement à gauche, afin d'être clair politiquement, et de faire rentrer la Bretagne dans l'histoire, et l'histoire de la France de l'époque, c'est un combat droite-gauche, et la droite à l'époque est représentée, incarnée par De Gaulle, qui est au pouvoir depuis 1958.